Non, mais peut-être pendant qu'on s'installe, vous saluez, vous remercier d'être ici. Elisabeth Martin, je suis de la faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Donc, c'est moi qui assumerai l'animation de cette première thématique qui touche la transformation de la première ligne. Donc, on aura, comme vous l'avez vu au menu, des exemples qui sont tirés tant du Québec que de la Belgique. Donc, on espère que ça sera une opportunité d'échange et de dialogue entre deux continents sur ces questions-là. On abordera cette transformation-là aussi sous différents angles. D'abord, sous l'angle de la vulnérabilité de certaines clientèles, des conséquences des transformations de la première ligne sur ces clientèles-là et les leviers d'action potentiels pour assurer l'équité. Puis un deuxième angle aussi, qui est plus celui des modèles d'organisation de services, tant d'un point de vue organisationnel que clinique, qui permettent de répondre aux besoins. Donc, on vous l'a dit, on vous laisse un 15 minutes de présentation. On garde nos questions pour la fin. On a quelqu'un qui assure aussi la prise, la veille stratégique sur ce qui se passe en ligne. Donc, les gens en ligne, vous êtes aussi invités à poser des questions. On les passera. On aura notre gardienne du temps, Myriam, va vous faire des signes quand il vous restera. Donc, 5 minutes peut-être et 1 minute pour conclure, question qu'on puisse assurer, encore une fois, l'équité dans le temps de présentation de tous et chacun. Donc voilà, je vous voilà pour les petites informations logistiques. Donc, je vous présente sans plus tarder nos deux premières conférencières. Donc, on a ici Julie Ouellet, qui est sage-femme, détentrice d'une maîtrise en sociologie et candidate au doctorat à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Et elle est accompagnée de Christine Loignot, qui est professeure titulaire au département de médecine, de famille et d'urgence de l'Université de Sherbrooke également. Christine, qui est formée en sciences politiques, en sociologie et en santé. Donc, elles nous parleront de la gentrification des soins de santé et de l'équité d'accès en première ligne. Mesdames, c'est vous. C'est vous. Je sais pas. OK, ben bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui pour vous partager. Je reviendrai à la fin. C'est bon. En fait, on partage le nom d'une grande équipe, donc on est plusieurs chercheurs, dont, entre autres, dans la salle, il y a dans nos co-chercheurs Sophie Dupéré à l'Université Laval, puis Elisabeth Martin aussi, que vous venez de voir. Julie est étudiante dans le projet, mais il y a 4 autres étudiantes aussi impliquées dans le projet parce que c'est un projet avec plusieurs phases. En fait, on est toujours en progression, donc il y a aussi une étudiante qui présente aujourd'hui qui va s'intégrer à ce projet-là. Donc, un projet financé par les IRSC. Aujourd'hui, on vous présente la première phase. Il y a 4 phases. La première phase, c'est une phase de revue de littérature, d'examen de la portée. Le but, c'était parce que le projet porte sur la gentrification des soins, comme l'a dit Elisabeth, et on souhaitait, dans le fond, voir comment dans la littérature, le concept de gentrification des soins était mobilisé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de gentrification des soins. Juste lever la main. En général, non, ça, c'est pas un concept qui court les rues. C'est une mauvaise expression ce matin, qui est très connu. Mais par contre, c'est un phénomène qui est existant, mais qui n'est pas nommé comme ça. Donc, mais ça se distingue de la privatisation des soins. Donc, on va essayer d'aborder ça un petit peu aujourd'hui. Donc, projet en 4 phases. La première, c'est celle qu'on vous restitue aujourd'hui. Puis, il y a 3 autres phases là, une avec des analyses faciales qui va essayer d'aller documenter comment l'accessibilité à la première ligne a évolué en fonction des quartiers de gentrification, où il y a eu de la gentrification ou non. Une autre étude longitudinale de cohorte qui va utiliser les données de la cohorte torsade, la 3e phase. Donc, la 4e, c'est celle que je dirige avec ma collègue Sophie Dupéré sur une phase qualitative qui va viser à documenter les effets de la gentrification sur l'expérience de soins et l'accès aux soins tel que vécu par les personnes, les patients, les patientes et les décideurs et les gestionnaires. Donc, voilà pour ça. L'idée a germé en fait, c'est arrivé de 2 façons, ce projet-là. En fait, on a fait des parcours commentés à Montréal et à Québec pour documenter l'accès à la santé et à l'accès aux soins de santé auprès de personnes qui vivent des défis de littératie et de pauvreté. Et les personnes elles-mêmes, en fait, et les intervenantes du milieu communautaire
au fur et à mesure de nos analyses, on a pris conscience que finalement, la gentrification des quartiers avait un impact sur leur accès aux soins. Et donc, on s'est dit, OK, c'est intéressant, voilà un bilan intéressant. Puis, en fait, il y a des publications en même temps qui sont sorties, qui ont documenté ça aussi, dont un article de Hélène Cole. Et c'est comme ça qu'a germé, en fait, l'idée du projet. Donc, c'est important de mentionner qu'en même temps qu'il y a de la gentrification des quartiers qui est bien présente dans plusieurs villes au Québec et au Canada et ailleurs dans le monde, il y a aussi au Québec, particulièrement comme je pense qu'on l'a un petit peu nommé tout à l'heure, une réorganisation de l'offre de soins et en fait un grand écart entre les besoins ressentis, vécus sur le terrain par les personnes qui sont issues de communautés plus défavorisées ou marginalisées et l'offre de première ligne. Donc, en tout cas, ça date pas d'hier qu'on le documente, mais le lien entre ces éléments-là, la gentrification des soins elle-même, par contre, il est un peu moins. Puis, ben, c'est important de mentionner qu'en 2002 et 2019, il y a eu 15 réformes qui visaient, entre autres, à améliorer l'accès aux soins de première ligne. Et ben, les réformes n'ont pas donné des résultats escomptés pour les personnes qui vivent des situations de marginalité ou de pauvreté ou des grandes barrières d'accès pour différentes raisons. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, je ne suis pas une fille du matin, donc j'ai la misère à ce que mon cerveau a aidé ce matin. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on est passé d'un modèle de petit établissement, petite équipe à des modèles de soins d'organisation de première ligne, localisés dans des gros établissements, difficiles à gérer, tout ça. Donc, ça a eu un impact aussi par rapport aux personnes plus défavorisées qui ont perdu leur repère. Puis, ça a été aussi documenté dans des projets de recherche quali antérieurement à ça. Puis, il faut savoir que ça a été fait aussi sans la participation sociale des personnes elles-mêmes concernées. Pardon, notamment les personnes qui vivent des situations de marginalité. Donc, c'est vraiment important, je pense, de nommer ça parce qu'en ce moment, ben, je ne sais pas si vous avez vu, mais en juin 2024, l'OMS a sorti une résolution qui disait qu'il fallait favoriser la participation sociale des communautés, des personnes à, dans le fond, entre autres, l'élaboration des programmes de soins de santé. Donc, voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi la gentrification des soins de santé? C'est un processus par lequel le type et la répartition spatiale des soins de santé se transforment en faveur des résidents plus aisés, tout en excluant potentiellement les résidents plus vulnérables. Et ça entraîne un accès inéquitable à des services de soins de santé. Voilà. Et ça, c'est le cadre conceptuel sur lequel repose ce projet. Dans le fond, c'est le cadre de Cole et Franzosa. Puis, ça démontre l'interaction entre le processus de gentrification des quartiers et la gentrification des soins. Il faut dire que Cole s'est basé beaucoup sur les projets qui ont été menés aux États-Unis avec un système de santé qui est complètement différent. Ça pose des enjeux. Puis, dans l'équipe, on est quand même assez conscient de ça. Mais ça, je nommerai pas les éléments de la gentrification des soins. Je vais laisser la parole à Julie pour poursuivre ensuite parce que je sens qu'on va manquer de temps. Est-ce que c'est moi qui fais cette diapo ou c'est toi? OK. Donc, on avait deux questions. Donc, dans quelle mesure la gentrification des soins de santé a été mobilisée ou décrite dans la littérature? Et ça, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Et la question 2, parce qu'on a juste 3 études américaines qui ont conceptualisé la gentrification des soins. Et la question 2, c'est quelle est la relation entre la gentrification et l'accès aux soins de santé de première ligne? Et ça, on a quand même une bonne réponse. Je te passe la parole. Alors, la méthodologie de l'examen porté était soutenue par Arksey et O'Malley ainsi que par Levac et ses collègues. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait les 5 premières étapes jusqu'à résumer l'ensemble des études et il va rester la 6e étape de consultation des partenaires. Donc, il y a un premier article qui a été publié jusqu'à maintenant. C'était le protocole de recherche qui a été publié. Pour la méthodologie de l'examen porté, alors pour être inclus dans l'étude, les articles devaient être des publications qui étaient évaluées pour les pairs. Donc, elles devaient être des études empiriques, qualitatives ou quantitatives, des articles conceptuels, des revues de littérature, articles de discussion aussi, ainsi que des éditoriaux. Et l'un des deux éléments, donc l'étude qui décrit explicitement ou implicitement la gentrification des soins de santé,
ou que l'étude définit la gentrification de quartier et la relation entre la gentrification de quartier et l'accès aux soins de première ligne. Donc, avec la stratégie de recherche, on a identifié 9469 articles dans 5 bases de données différentes. Après le retrait des doublons par Providence et nous-mêmes, on s'est retrouvé à examiner 4990. On a examiné les résumés avec un accord interjuge entre deux personnes de 75 %. Quand on n'était pas d'accord, c'était Christine qui tranchait. Pour finir avec 251 articles qu'on a lus au complet avec les mêmes critères d'inclusion-exclusion. Et on a retenu 25 articles au total. Alors, pour les résultats descriptifs, pour la répartition géographique des études, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que 62 % des articles qu'on a retenus étaient publiés aux États-Unis. Donc ça a vraiment eu une incidence sur la façon que les résultats ont été analysés, notamment, par exemple, par rapport au système de soins qui a une privatisation plus importante. Donc, pour les résultats descriptifs, il y a plusieurs types de devis, qualitatifs, quantitatifs, qui ont été retenus, mais aussi plusieurs revues de la littérature. Pour les sources de données, c'est des données issues du recensement par rapport avec le code postal, par exemple, qui était croisé avec des dossiers de santé électroniques. Il y avait des sondages, des entrevues et des articles qui étaient les sources de données pour les revues de littérature. Ensuite de ça, on a mis quelques exemples d'articles au niveau des caractéristiques de la population. Donc, c'était des articles qui parlaient des enfants avec que leurs parents avaient des faibles revenus, des personnes travailleuses du sexe, c'était des femmes travailleuses du sexe plus précisément, des ménages à faible et moyen revenus et des populations afro- et latino-américaines. Pour la question 1, les résultats thématiques, la conclusion, c'est que présentement, il n'y a aucune étude empirique qui contribue, oh, excusez-moi, Je parle Manon. qui contribue directement à la conceptualisation du phénomène de gentrification des soins de santé. Le phénomène il a été décrit implicitement, mais il n'y a pas de conceptualisation qui est ancrée dans la compréhension du terrain de ce que les personnes vivent au quotidien par rapport à ce phénomène-là. Donc, la conclusion qu'on fait par rapport à ça, c'est que c'est vraiment nécessaire de mener davantage de recherches empiriques pour approfondir le concept. Ensuite de ça, pour les résultats thématiques, pour la question 2, la relation entre la gentrification de quartier et l'accès aux soins. Ici, on a mis 3 thèmes. On a choisi 3 thèmes parmi ceux qu'on a analysés dans la littérature. Ces 3 thèmes-là, dans le fond, c'est ceux qui sont les plus significatifs avec le Québec, parce que je vous ai parlé qu'il y avait beaucoup d'articles américains, donc j'ai choisi ceux qui étaient significatifs pour ici. Alors, le premier thème, effet en cascade sur le système de santé, aggravation des problèmes d'accessibilité. Donc, la gentrification de quartier, ça entraîne un effet en cascade sur l'accès aux soins, en particulier pour les personnes en situation de défavorisation sociale. Donc, le déplacement des résidents à faible revenu à cause de la hausse des loyers vers des zones qui sont moins bien desservies, ça provoque une surutilisation de quelques établissements de santé qui sont restants. Ça mène à leur saturation et potentiellement à une baisse de la qualité des soins. Pour l'autre effet en cascade, dans le fond, c'est qu'avec la hausse des loyers, il y a plusieurs cliniques de santé locales qui ferment et les personnes sont contraintes de se transporter sur des longues distances, ce qui complique parfois l'accès aux soins, en particulier pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, donc, ou les personnes qui sont à faible revenu, qu'il faut qu'ils défraient des coûts de transport pour se rendre jusqu'à ces établissements-là. Donc, ce qui arrive, c'est que souvent, les personnes renoncent aux soins qui sont préventifs et accroît potentiellement le recours aux soins d'urgence. Donc, ici, je vais vous lire une citation d'une équipe de chercheurs qui sont espagnols. Qui sont espagnols et puis qui ont fait une recherche à Dublin. Donc, à Dublin, le déplacement physique des résidents à faible revenu vers des quartiers plus pauvres tend à concentrer spatialement ses usagers dans un seul établissement à un point tel que celui-ci devient incapable de fonctionner correctement. Pour le thème 2,
La gentrification, oui, le thème 2, déplacer et désemparer le coût émotionnel des changements. La gentrification, ça agit comme une force structurelle qui accentue les inégalités sociales. Ça touche particulièrement les groupes marginalisés comme les personnes noires, les personnes racisées, travailleuses du sexe, les familles à faible revenu. L'arrivée des ménages plus aisés, ça entraîne l'exclusion progressive de ces groupes-là des quartiers gentrifiés. Ça limite la capacité d'accès aux soins appropriés, au logement et au soutien social. L'exclusion entraîne à son tour une perte de repère de ces personnes-là. Ça diminue l'accès aux soins pour ces groupes, ça aggrave les inégalités socio-économiques et finalement, ça augmente le sentiment de stigmatisation pour ces personnes. Donc, une étude qui a été faite aux États-Unis qui mentionne les enfants ayant grandi dans des quartiers gentrifiés présentaient un taux de troubles émotionnels supérieur de 22 comparé à ceux vivant dans des zones à faible statut socio-économique des quartiers qui sont non gentrifiés. Le troisième thème, inégalité structurelle, les conséquences de la gentrification sur les communautés à risque. Je l'ai pas dit avant de ma phrase. C'est pas grave. Peut-être qu'on pourrait le donner dans le... Je vais dire ça. Oui, c'est ça. Merci. Oui, c'est ça. J'ai échangé parce qu'on ne va pas en même temps. Excuse. Donc, c'est ça, la gentrification de quartier, ça n'entraîne pas seulement des changements économiques. Pour les personnes, c'est vraiment un bouleversement profond qui affecte leur bien-être émotionnel. Des personnes qui restent dans le quartier, mais aussi des personnes qui sont déplacées. Les quartiers se transforment vraiment rapidement. Il y a une hausse du coût des loyers, une hausse du coût de la nourriture. Les personnes doivent faire des choix difficiles entre ces différentes choses-là. Et vu la hausse du coût des loyers, il y a la fermeture aussi des ressources communautaires qui fait que ça dissout le filet social. L'ensemble des pressions financières, ça crée un stress chronique et une détresse émotionnelle, en particulier chez les personnes à faible revenu et marginalisées. Donc, merci. Tu veux juste me prendre une seconde? OK. Fait que là, ben, je m'excuse. Une super belle étude de Goldenberg à Vancouver. C'est d'ailleurs une des 2 études canadiennes qui a été retenue. C'est une étude qui a été faite chez les travailleuses du sexe qui mentionne les recherches menées dans les villes nord-américaines mettent en évidence l'impact du logement précaire et de la transformation des espaces urbains sur la sécurité, la santé et le bien-être des femmes marginalisées. Donc, en conclusion, les messages clés que j'aimerais que vous gardiez avec vous pour aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment peu d'études qui définissent le concept de gentrification. C'est un concept qui est émergent dans la littérature. Donc, ça va être nécessaire de mener des recherches, d'où la phase 4, entre autres, et les autres études qui vont servir à pouvoir avoir des données empiriques sur le sujet. Deuxième message clé, la gentrification des soins, ça favorise l'injustice sociale et aussi les inégalités en matière de santé. Et le troisième message clé, la gentrification des soins affecte l'accès aux soins et aussi, qu'est-ce qui est important vraiment à retenir, c'est que ça réduit la capacité des personnes à accéder aux soins par eux-mêmes. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir brisé la glace et mis la table pour la suite. Deuxième présentation. Oui. Bon, je vous représente donc Nancy Côté, qui est professeure au département de relations industrielles de l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche du Canada en sociologie du travail et des organisations de santé. Chercheur à l'UQAM également, et formée en anthropologie, sociologie, sciences humaines appliquées et management. Donc, Nancy nous parlera de l'innovation sociale comme levier de transformation en première. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc la présentation mieux répondre aux besoins des populations et communautés en situation de vulnérabilité, l'innovation sociale comme levier de transformation de la première ligne au Québec. C'est une présentation que j'ai préparée avec mon collègue Andrew Freeman, qui est ici aujourd'hui, avec Dave, étudiant en maîtrise en sociologie, qui ne peut malheureusement pas être ici aujourd'hui. Donc, Andrew va pouvoir se joindre à moi pour la période de questions.
Alors, une partie des résultats que je vous présente aujourd'hui a été publiée dans cet article. On a aussi fait une fiche synthèse en français. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez là, consulter ces documents. Alors, quelques mots de contexte. Donc, la pandémie a permis, en fait, de révéler toute l'importance de la première ligne pour intervenir au plus près des populations en situation de vulnérabilité. Mais même avant la pandémie, on sait que certaines clientèles avaient plus de difficultés à accéder aux services de première ligne. Et avec la pandémie, les obstacles et les inégalités dans l'accès se sont accrus. Et on s'est vite rendu compte, en fait, que l'offre de services n'était pas adaptée aux besoins spécifiques de ces personnes et différentes innovations ont été déployées pour mieux desservir ces populations. Après la pandémie, dans le contexte qu'on pourrait qualifier de post-pandémique, les inégalités sociales ont continué de croître. C'est d'ailleurs une grande préoccupation de la santé publique actuellement. Et bon, il y a plusieurs raisons à ça. Je les ai nommées en introduction, la question des changements socio-démographiques, les changements climatiques, environnementaux, les tensions internationales également et aussi la hausse du coût de la vie. Donc, tous ces changements exercent une pression importante sur la première ligne et les services de proximité plus globalement. Donc, moi et mon équipe, on a mené deux projets de recherche financés par les CRSH. On s'est intéressé dans un premier temps aux innovations sociales déployées en première ligne pendant la pandémie pour mieux répondre aux besoins de certaines populations. Notamment, on s'est intéressé aux personnes aux prises avec un problème de santé mentale et aux familles en situation vulnérable. Et dans le deuxième projet, on a un peu voulu savoir comment avaient évolué ces innovations-là quelques années après leur déploiement. Et on a un peu voulu saisir, en fait, les ingrédients un peu incontournables pour la pérennisation des innovations, si, évidemment, la pérennisation était souhaitée. Donc, en termes de métaux, c'est une recherche, ce sont deux recherches qui ont été menées en partenariat. En tout, c'est 68 participants qui ont été rencontrés, des professionnels, des gestionnaires du CIUS de la capitale nationale, et on a procédé à des entrevues individuelles et des groupes de discussion. Donc, la démarche retenue, on a fait un premier mapping où on a identifié 22 pratiques avec nos partenaires dans différentes directions du CIUS de la capitale nationale. C'est seulement 6 pratiques qui ont été retenues. C'est un tout petit budget qu'on avait. Donc, on a retenu 6 pratiques et on concevait vraiment les innovations là, au sens large, à la fois les pratiques cliniques et organisationnelles, mais aussi l'innovation dans les modes de collaboration, dans les formes de leadership et aussi le numérique en santé lorsque c'était le cas. Mais je vous dirais que pour le numérique en santé, c'était plutôt assez mince là, comme innovation sur cette question-là. Donc, je ne vous relis pas cette définition-là, mais simplement pour vous rappeler qu'on s'est intéressé en fait justement à la capacité d'action des communautés, aux nouvelles formes de collaboration entre les acteurs. Donc, ce sont les 6 pratiques qui ont été retenues. Je n'irai pas dans le détail, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais vous pouvez voir que c'est assez diversifié. Autant, bon, la première, optimisation du rôle du personnel ambulancier. On avait aussi une pratique qui visait plus la population en situation d'itinérance, le déploiement d'interventions de proximité, une pratique qui visait plus les écoles, etc. Donc, on a eu quand même 6 pratiques qui étaient initiées dans des directions différentes du CIUS de la capitale nationale et qui visaient aussi différentes populations. Donc, notre approche d'analyse, je vous dirais surtout pour la phase 1, on s'est inspiré, en fait, pour saisir ces conditions-là d'émergence des innovations. On s'est appuyé sur le cadre analytique de Van Gestel et ses collègues qui insistent sur 3 dimensions particulièrement importantes pour comprendre l'implantation. Bon, eux se sont intéressés aux réformes. Nous, c'était davantage ce qu'on a appelé les rapid reforms. Bon, on pourrait aussi parler des innovations. Donc, la 3 dimensions, le timing, les idées et les institutions. La première dimension, le timing, en fait, c'est que le moment où on implante un changement ou une innovation va faire une grande différence dans la manière dont sera accueilli le projet de changement et dans sa capacité de déploiement également.
La deuxième dimension, les idées et les intérêts. Dans des organisations aussi complexes que les organisations de santé et de services sociaux, il y a toujours plusieurs idées, plusieurs intérêts qui coexistent. Certaines idées sont plus marginales, d'autres plus dominantes. Et ce cadre-là permet en fait de mettre l'emphase sur la manière dont certaines idées, certaines pratiques en arrivent à s'imposer et acquérir une légitimité au sein d'un contexte institutionnel particulier. Et ça, c'est la troisième dimension, donc les institutions. Et pour que ces idées en arrivent à gagner en légitimité, elles doivent être soutenues par un réseau d'acteurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation. Le contexte institutionnel est particulièrement important parce qu'on sait que les héritages du passé peuvent à la fois être un levier ou une barrière au changement. Donc, c'est avec ce cadre d'analyse-là qu'on a analysé les pratiques mises en place. Donc, les résultats, là, ce que je vous présente, c'est la phase 1. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que la pandémie était vraiment un timing favorable à la mise en visibilité de la première ligne. Ce qu'on s'est rendu compte pendant la pandémie, c'est que plusieurs personnes ou regroupements, comme des associations, mais aussi des gestionnaires, des praticiens, des chercheurs qui ont milité pour une première ligne plus forte pendant la pandémie. Et face à ces pressions-là, qui sont venues de plusieurs groupes d'acteurs, pour assurer la population aussi et montrer que le gouvernement est en contrôle, le gouvernement a engagé quand même pendant la pandémie des fonds importants pour accroître l'offre de services en première ligne. Et assez rapidement, la première ligne est devenue un acteur incontournable de la crise. Et cette reconnaissance-là a été possible grâce à une certaine convergence des idées, des intérêts de plusieurs acteurs influents. Donc ça, c'est pour la question du timing. Ensuite, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous présenter en fait les grands constats de l'étude 1 et ensuite de l'étude 2. Premier grand constat pour l'étude 1. Donc, en réalisant le premier projet, on s'est en fait vite rendu compte que les innovations sociales mises en place n'étaient pas vraiment des nouvelles pratiques. C'était plutôt des projets pilotes ou des pratiques marginales qui avaient émergé du terrain, qui peinaient à se déployer pleinement au sein de l'organisation et à acquérir une certaine légitimité. Pourtant, ce sont ces pratiques-là qui sont venues les mieux adaptées pendant la pandémie. Donc, innovation sociale ne veut pas nécessairement dire nouveauté. La réactivité et la rapidité d'action du système de santé a reposé sur une mobilisation plus grande des acteurs du terrain aussi. On a observé que face à la nécessité d'opérer des changements rapides, le système de santé et de services sociaux, on le sait, qui est fortement centralisé, c'est à ce moment-là appuyer davantage sur les initiatives locales, a laissé aussi une plus grande marge de manœuvre aux décideurs des organisations locales dans l'identification des solutions qui étaient plus adaptées à la réalité de leur secteur. Troisième grand constat, les pratiques innovantes ont reposé sur une collaboration interdirection et intersectorielle plus diversifiée, soutenue et structurée entre les différents partenaires du territoire. Par exemple, si je prends le cas de l'approche d'intervention de proximité, ça a mobilisé plusieurs directions du siège de la capitale nationale, la Ville de Québec, des écoles, des organismes communautaires, le service de police, donc vraiment plusieurs acteurs sur le territoire. Et on s'est aussi rendu compte que la collaboration intersectorielle a été marquée par des relations plus égalitaires entre les acteurs du CIUS et les partenaires locaux, les organismes communautaires notamment. Donc, une plus grande reconnaissance des expertises de chacun, mais aussi des efforts pour optimiser la complémentarité entre eux. Donc, on n'était pas dans une logique de celle de déléguer ce qu'on ne peut pas absorber comme organisation, mais plutôt de concevoir comment on peut travailler ensemble en mobilisant vraiment les expertises. Dans le cadre du symposium, on a appelé la complémentarité négociée. On en a beaucoup parlé. Quatrième constat, le type de leadership exercé a permis de mobiliser des expertises pertinentes pour trouver des solutions adaptées aux réalités du terrain. C'est comme si, en fait, le caractère inédit de la situation, le fait qu'on ne savait pas trop quoi faire, on n'avait pas des solutions déjà toutes cannées, tout ça a créé les conditions propices pour un leadership plus partagé. On a vu, entre autres, des cadres intermédiaires, des professionnels, des chefs de projet qui, en temps normal, n'auraient pas été mobilisés à un niveau stratégique, jouer un rôle de leadership dans l'identification des solutions et la mise en œuvre des pratiques. Finalement, dernier constat pour le premier projet,
Les décideurs ont aussi montré une plus grande tolérance au risque. La pandémie, avec tous ses effets négatifs, là, a quand même permis de créer des espaces d'expérimentation, de tester des manières de faire autrement, en assumant davantage les risques qui venaient avec cette expérimentation. Évidemment, c'est sûr qu'il y a eu aussi beaucoup de top-down pendant la pandémie. Là, je ne vais pas dresser un portrait romancé de la pandémie et du système de santé, mais il y a quand même, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même eu des poches d'innovation et c'est intéressant d'apprendre aussi de ces expériences. Donc, le deuxième projet, on est plus là à l'analyse préliminaire, ce que je vous présente. Donc, on a voulu voir quelques années plus tard comment avaient évolué ces pratiques-là. Donc, on a repris les 6 mêmes pratiques et on a documenté. En fait, je pense qu'on en a plutôt analysé 4 sur les 6. Et on a voulu voir un petit peu comment ça avait évolué et quels étaient les enseignements qu'on pouvait tirer de tout ça. Donc, ce qu'on a convenu, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'intervenir auprès d'individus et de communautés en situation de vulnérabilité si complexe et la prise en compte de cette complexité-là nécessite une souplesse organisationnelle. Et nos structures organisationnelles reposent beaucoup sur des programmes clientèle qui sont vraiment fortement définis par direction. Ça convient dans la plupart des cas, disons, plus standards, mais dans les situations plus complexes, ça prend quand même une capacité d'adapter l'offre de service. Et cette capacité-là d'adaptation repose vraiment sur une meilleure collaboration interdirection intersectorielle. Ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau structurel, on voyait que l'organisation allait vers ça, mais les modalités sur le terrain étaient complexes à adapter. Deuxième élément, la prise en considération des enjeux liés à la gestion des ressources humaines est essentielle au développement sur le plus long terme des innovations. Il y a 2 éléments ici sur lesquels j'aimerais insister. Ça prend évidemment une main-d'œuvre en quantité suffisante. Hein. On le sait, on a des enjeux de pénurie et de roulement de main-d'œuvre. Mais pour la pérennisation, ça prend une main-d'œuvre en quantité suffisante. Ça prend des équipes stables et idéalement des équipes mixtes, c'est-à-dire composées à la fois de jeunes et des professionnels plus expérimentés pour favoriser l'apprentissage, mais aussi pour porter l'innovation. Et l'accompagnement et le soutien dans l'innovation sont des ingrédients essentiels. Là, je ne vous apprends rien. La question des profils est aussi importante en contexte d'innovation pour réfléchir aux profils, compétences, styles de gestion qui sont adaptés à des contextes d'innovation. Et ça aussi, ça a été un enjeu important. Troisièmement, l'identification d'indicateurs permettant de refléter adéquatement le travail effectué et les retombées sur les clientèles et communautés est un enjeu majeur. Or, les indicateurs ne sont souvent pas adaptés pour bien rendre compte du travail effectué auprès des clientèles les plus vulnérables, qui nécessitent souvent des interventions qui se déploient sur une plus longue période. Les modalités d'intervention également peuvent difficilement être réduites à des indicateurs uniquement quantitatifs, même si les indicateurs quantitatifs peuvent être aussi importants. Finalement, 4e message, l'innovation nécessite des adaptations en continu de l'offre de service. Si je prends l'exemple de l'intervention de proximité, pour les intervenants, ça voulait dire s'adapter continuellement aux différents contextes spécifiques des milieux où ils interviennent, en étant réceptifs à ce qui émerge des milieux. Et pour les gestionnaires, ça voulait dire aussi constamment faire un peu la danse entre une gestion très bottom-up, mais aussi je dirais une sensibilité ou entre une écoute aux objectifs et aux capacités de l'organisation. Donc, c'est pas simple. Donc, très rapidement, je vous fais une petite conclusion rapide. Ah, ça, j'ai pas le temps de vous montrer ça. En contexte de crise et d'instabilité, en fait, ce qu'on peut dire, ce qu'on a appris de je dirais, ce parcours-là d'innovation sociale, c'est qu'en contexte de crise et d'instabilité, on a souvent tendance à retourner dans ce qui est connu, dans les manières de faire habituelles. On le voit un peu actuellement dans ce qui se passe actuellement dans le système. Or, ce qu'on peut dire, c'est que la pandémie a démontré l'importance d'innover, même et surtout, je dirais, dans des périodes de crise. Et ça, c'est vraiment un point important. Donc, c'est important de pousser, provoquer un peu le système pour dépasser un peu cette tendance à l'inertie. Et on le voit actuellement qu'on a tendance, c'est ce que les gens nous disaient beaucoup dans la phase 2, c'est dommage, on a tendance à retourner un petit peu dans nos habitudes, dans ce qu'on faisait avant, plutôt que d'apprendre réellement de la pandémie et de garder cette capacité à mobiliser le terrain et à innover. Ça va? Merci. Merci beaucoup. Alors, notre prochaine conférencière sera en ligne.
Il s'agit de Mélissa Chediev, qui est du Service public fédéral de santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement de Belgique. Madame Chediev est formée en psychologie, en criminologie et en dépendance et elle nous entretiendra des soins psychologiques de première ligne et de l'intégration en santé mentale. Donc, on traverse l'océan quelques instants pour entendre parler du modèle de la Belgique. Merci beaucoup. Donc, bonjour, Mélissa Chebiep. Je travaille pour le service public fédéral de Belgique, donc la santé publique pour la réforme des soins santé mentale. Donc, j'ai en charge le déploiement de la politique et de la réforme des soins de santé mentale. Donc, je voulais vous présenter le dispositif des soins psychologiques intégrés dans la première ligne et mis en œuvre par les réseaux de soins en santé mentale en 4 axes, mais je vais aller vraiment très vite. Je vais vous expliquer quelques mots sur le contexte de la Belgique, les réformes, le contexte historique, les réseaux de soins et le dispositif des soins psychologiques dans la première ligne. Très rapidement, la Belgique, en quelques mots, je passe, mais il est important que vous sachiez que c'est donc un petit État de plus ou moins 11 millions d'habitants avec 3 langues nationales, le français, le néerlandais et l'allemand. Et l'organisation de l'État est, voilà, on a 3 niveaux d'organisation. Il y a l'État fédéral. Le niveau fédéral, c'est toute la Belgique. Ensuite, on a le niveau régional avec les 3 régions qui sont en lien avec les communautés linguistiques. Et puis, on a le niveau local, ce qu'on appelle les provinces et les communes. Là, c'est peu important pour la présentation. Ce qui est important, c'est l'articulation du niveau fédéral et régional parce que la Belgique, c'est un petit pays, mais c'est très complexe. On a les matières, les compétences en matière de santé sont principalement dans les mains du niveau fédéral et du niveau régional. Mais donc, vous comprendrez que le niveau régional, c'est 3 régions et le niveau fédéral, c'est une compétence ministérielle. Ça nous fait déjà minimum 4 ministres, mais en vrai, on est à plus de 7 ministres qui ont des compétences en matière de près ou de loin de santé. C'est la raison pour laquelle, quand la Belgique a réformé ses compétences de santé, elle a tout de suite créé ce qu'on appelle la conférence interministérielle qui a pour fonction de mettre autour de la table tous les ministres compétents en matière de santé. C'est important pour la suite. Alors, très rapidement, il faut savoir que le dispositif, en tout cas le système de soins de santé en Belgique, c'est principalement donc une couverture nationale avec, comme vous l'avez expliqué, une attention pour la première ligne, et ça, c'est grâce aussi au Covid, mais on a aussi toute la question de l'accessibilité de l'offre qui est importante, et on a un dispositif qui est un financement principalement à l'acte avec des dispositifs hospitaliers qui sont tant privés que publics. Et donc, principalement, la majorité des médecins ou des praticiens qui travaillent dans les soins de santé en Belgique, c'est généralement un modèle de financement à l'acte. Je passe très rapidement sur le contexte des réformes et je vais juste vous expliquer en quelques mots que dans les années 60-70, vous savez qu'il y a eu tout un mouvement autour de l'antipsychiatrie où on commençait à re-questionner le modèle de la prise en charge, en tout cas des problématiques de santé mentale et psychiatrique sur un mode asilaire pour aller plus vers une vision centrée sur les besoins de la population dans la communauté au plus proche des besoins de la population. Et donc, la Belgique, notamment en 2000, a commencé aussi à se questionner sur son dispositif qui était principalement un dispositif hospitalo-centré et les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place toute une réforme qui allait s'inspirer des modèles notamment européens on pense à l'Italie et à la Grèce où on a eu des fermetures d'hôpitaux. La Belgique n'a pas choisi ce modèle, mais a quand même choisi de pouvoir réformer ce modèle asilaire. Et donc, elle s'est rendue compte notamment par ce graphique de l'OMS qui mettait en avant le ratio du nombre de lits
psychiatrique par habitant que la Belgique, donc la flèche est très mal placée, était quand même dans le top 3. Et donc, avec vraiment une prise de conscience qui a quand même des moyens mis à disposition. Et donc, rapidement, en tout cas, les autorités politiques ont décidé de mettre en place une vision qui serait beaucoup plus centrée sur les besoins de la population et qui avait pour fonction de pouvoir, attendez, je vais trop vite, excusez-moi, qui avait pour fonction de pouvoir réajuster en tout cas l'offre. Comme je vous l'ai dit, c'était principalement une offre hospitalo-centrée, donc avec des soins très spécialisés. Hein. Quand on regarde la pyramide de l'organisation des soins de l'OMS, la Belgique s'était concentrée sur le haut. Et donc, ces réformes ont pour objectif de travailler à inverser la pyramide et à descendre bien plus au plus près des communautés, au plus près de la première ligne, pour pouvoir intervenir aussi de manière beaucoup plus précoce et en détection précoce. Alors, le contexte, c'est que ben voilà, tous ces changements au niveau européen, la Belgique et les autorités politiques soutiennent la nécessité de changer l'offre, en tout cas la réponse que l'État belge donnait aux problématiques de santé mentale et aux problématiques psychiatriques. Et donc, les différents ministres compétents, principalement les régions, les communautés et le ministre fédéral, ont décidé en conférence interministérielle d'adopter une vision commune, hein, ce qu'on appellera après le guide des réformes des soins en santé mentale. C'est un plan stratégique qui mettait en avant toute une série d'axes pour pouvoir travailler au plus proche des besoins de la population. Et donc, on a utilisé un article de la loi de financement des hôpitaux qui permet de réallouer des moyens qui étaient attribués historiquement aux hôpitaux psychiatriques pour expérimenter des nouveaux modèles de soins. Et donc, c'est ce qu'on appelle la création des réseaux de soins et oui, pouvoir créer des circuits, des trajectoires de soins au niveau des réseaux. Donc, création des réseaux, donc ça c'est plus ou moins 2010 et 2015. Nous avons sur l'ensemble du territoire national des réseaux de soins en santé mentale pour les publics adultes et nous avons des réseaux de soins en santé mentale pour les publics des enfants et des adolescents. Ce sont deux réseaux distincts parce qu'ils vont rassembler dans leur réseau des partenaires différents et ça je vous l'expliquerai juste après. Il est important d'entendre que cette réforme, c'est un processus qui est tant top-down que bottom-up et qui s'organise à trois niveaux sociologiques. Le macro, hein, il me manque un R dans ma présentation, c'est vraiment la discussion au niveau du politique, des administrations, comme je vous l'expliquais, la conférence interministérielle, mais aussi des rencontres entre les administrations des niveaux de pouvoir différents avec des organes d'avis au niveau national. Le niveau méso, qui est le niveau des réseaux que je vais vous détailler, vous expliquer juste après. Et donc, c'est vraiment le niveau des institutions pour permettre d'avoir une réorganisation des dispositifs, soit qui existent déjà, ou créer de nouveaux dispositifs en fonction des besoins d'un territoire défini. Et donc, avec un outil qui est la responsabilité partagée des professionnels sur un territoire défini. Et le niveau micro, c'est le niveau de la clinique, c'est vraiment la rencontre du patient et des dispositifs d'aide et de soins. Et donc là aussi, on a tout un travail de réforme et de changement de pratique qui est en cours et qui doit continuer. Là, ma collègue, Madame Denis de l'Université de Mons, pourra vous expliquer plus en détail le niveau plutôt clinique. Alors ici, c'est une carte de la Belgique où vous pouvez voir que la Belgique, donc c'est vraiment le territoire national et cette politique de réforme a la particularité de couvrir tout le territoire. Et donc, on a couvert tout le territoire avec un appel à participation des dispositifs qui existaient déjà, donc avant la réforme, hein, on l'a dit, l'innovation, ce n'est pas spécialement créer, c'est aussi partir de ce qui existe déjà et peut-être amener des modèles d'organisation différents. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et la même chose pour les réseaux enfants-ados, où on a couvert l'ensemble du territoire national.
Alors, c'est une réforme qui est vraiment globale, c'est-à-dire on essaye de travailler sur l'ensemble des déterminants sociaux de la santé. On essayait, donc c'est une réforme, comme je vous l'ai dit, qui a démarré en 2010, et donc ça demandait aussi d'amener ce concept des déterminants sociaux de la santé mentale auprès des professionnels de tout horizon confondu. Et donc ça, c'était pas évident à l'époque. Et donc c'est une vision intersectorielle qui va permettre une approche tant verticale entre les différents niveaux de pouvoir et de compétences, comme je l'ai dit, mais l'approche verticale, elle est aussi dans une vision des soins intégrés. On va permettre l'articulation des dispositifs de première ligne jusqu'aux dispositifs ultra spécialisés. Et l'articulation se fait aussi de manière horizontale, hein, comme ça a été dit. Il est important de promouvoir des modèles de collaboration entre les acteurs qui soient vraiment horizontaux, co-construits, sans avoir des visions hiérarchiques. Alors, les réseaux s'organisent en rassemblant, comme je vous l'ai dit, tous les partenaires de différents secteurs sur un territoire donné. Je vais vous passer les détails, mais la particularité, c'est d'avoir ce modèle organisationnel qui est identique partout, mais il va nous permettre d'avoir des colorations différentes, puisqu'on couvre aussi bien, par exemple, la région de Bruxelles-Capitale, qui est la capitale, hein, vous la connaissez, ou la province du Luxembourg, qui est un territoire très peu peuplé, très peu dense, mais par contre très étendu avec voilà, peu de dispositifs. Et donc, cette réforme doit pouvoir avoir un dispositif qui va permettre l'accessibilité de tous en partant des réalités hétérogènes de notre territoire. Alors, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans tous les niveaux d'organisation, donc méso, micro et macro, il y a évidemment une attention pour la participation des personnes concernées et de leur entourage. Et donc, dans le modèle de gouvernance des réseaux, donc ça, c'est le modèle qui est imposé, on a les différentes fonctions qui sont reprises, donc 5 fonctions qui vont toucher l'ensemble des déterminants sociaux de la santé, mais on a aussi une place pour la représentation des personnes concernées, donc les usagers, et une place pour leur famille. Vous voyez ici ce schéma explique les 5 fonctions qui vont de la prévention, détection précoce aux fonctions ambulatoires et mobiles et jusqu'aux fonctions plutôt hospitalières et d'hébergement. Et donc, les réseaux travaillent avec des groupes qui rassemblent ces différentes fonctions. Chacun des fonctions siège dans un comité de réseau et c'est là où s'exerce la responsabilité partagée des professionnels sur un territoire donné. Donc là, c'est le modèle du réseau et je vais passer assez rapidement pour vous expliquer la convention des soins psychologiques qui vient dans ce dispositif qui existait donc déjà depuis plus de 10 ans pour voir comment est-ce qu'on essaye d'aller au plus proche des besoins de la population. Alors ici, je vous ai quand même mis une slide qui explique les raisons pour lesquelles, après de 10 ans de fonctionnement des réseaux de soins en santé mentale, on a dû aller plus loin parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a dans notre organisation des trous en termes de dispositifs pour rencontrer les besoins de la population. Soit on a les besoins de la population qui ne sont pas du tout rencontrés, ou soit on a des besoins qui sont rencontrés par des dispositifs beaucoup trop intensifs. Et donc, c'est tout le concept de unmet need et overmet need. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir augmenter l'intervention à bas seuil d'accès pour vraiment essayer de modifier ces données. Et donc, ça s'inscrit évidemment dans une vision des soins intégrés. Comme je vous l'ai dit, les réseaux doivent articuler le niveau tant de la première ligne avec des dispositifs de prévention et de détection précoce que sont les soins psychologiques jusqu'à des soins ultra spécialisés comme par exemple les High Intensive Care Units ou d'autres dispositifs. Euh, je ne sais pas si je suis bon au niveau du temps ou... Il vous reste environ 4 minutes. Ah, ouf. Alors, je vais accélérer parce que le cœur du dispositif, ce sont évidemment les soins psychologiques. Et vous me direz pourquoi pas simplement rembourser les soins psychologiques, puisqu'on s'est rendu compte que ce qui
ne favorisait pas l'accès, c'était principalement la question de la représentation. Les personnes pensent pouvoir s'en sortir seules ou elles pensent qu'il n'y a pas un problème. 2 personnes sur 10 pensent que c'est trop cher et donc l'accessibilité financière n'était pas le seul critère. Et donc ce dispositif va mettre en avant les besoins de pouvoir aller au plus proche de la population. Je vais aller plus vite. Et donc, on a des populations qui sont ciblées. Donc, on est vraiment sur une offre qui doit cibler des plaintes psychiques légères à modérées et donc pas les plaintes plus lourdes puisque là, on est assez doté au niveau de la Belgique avec une accessibilité pour toute la population. Le dispositif permet des interventions gratuites pour les jeunes jusque 23 ans et avec une attention particulière pour les 15-23 ans. Il faut savoir qu'au-delà de 23 ans, les séances sont payantes. 4 euros pour les publics bénéficiaires d'une intervention majorée, ce sont ceux qui sont plus fragilisés socio-économiquement et 11 euros pour les autres. Et donc, ce dispositif va aussi permettre d'avoir des soins qui vont aller directement dans la communauté. Et donc, on a 3 modèles d'intervention. On a l'intervention communautaire, et donc là, ce sont des psychologues qui vont dans des lieux qui ne sont pas étiquetés santé mentale, qui sont vraiment dans la communauté pour faire des interventions collectives qui vont avoir pour finalité de renforcer les compétences et les capacités d'auto-soin des personnes. Donc, on est vraiment sur le renforcement des compétences psychosociales pour éviter les facteurs de fragilité. Ensuite, on a les fonctions de soutien psychologique dans la première ligne. Et là, ce sont des psychologues qui vont intervenir soit en groupe, soit en individuel, et idéalement dans des lieux dans la communauté non étiquetée santé mentale. Et puis, on a des fonctions de traitement où là, ce sont des soins plus spécialisés pour des plaintes déjà exprimées où les psychologues vont pouvoir intervenir de manière un peu plus intensive. Alors, juste un point encore assez important, c'est qu'on essaye de pouvoir développer ce dispositif dans des lieux d'accroche. Et donc, on travaille aussi sur les psychologues pour qu'ils sortent quelque part de leur cabinet. Nous avons un historique des psychologues qui travaillent plutôt en face-to-face, en cabinet. Et donc, le travail du service public fédéral avec les réseaux et avec notamment la formation via les universités, c'est changer aussi la culture des psychologues de première ligne pour qu'ils puissent faire vraiment cette fonction de première ligne et aller à la rencontre des personnes dans différents lieux, les écoles, les maisons de jeunes, les maisons de quartier, les maisons de repos, les services d'action sociale, des hôpitaux, donc vraiment tout service non étiqueté santé mentale pour vraiment être dans la première ligne. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'en Belgique, on a, comme vous l'expliquez, depuis le Covid, en fait, renforcé ce dispositif qui était dans ses balbutiements avant le Covid. Donc, juste pour que vous ayez une référence d'échelle, avant Covid, on avait un investissement dans ce dispositif de 20 millions d'euros. Après Covid, on est à 220 millions d'euros par an. Et donc, ce sont les réseaux qui vont répartir ce budget vraiment sur une base territoriale, vraiment au niveau des communes, avec des indicateurs de précarité, de vulnérabilité. Ils vont savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir répartir les séances et donc ils vont sélectionner des psychologues qui eux-mêmes vont être conventionnés et ils vont les amener à travailler au plus proche de la population. Pour les psychologues, chez nous, c'est aussi un changement puisque c'est la première fois que le statut de psychologue clinicien est reconnu et financé par les sécurités sociales. Mais comme vous l'avez dit, on se rend compte aussi très rapidement qu'on va faire face à une pénurie de professionnels de la santé et aussi à des saturations du dispositif. Du coup, la réflexion sur la gentrification m'intéresse beaucoup et toute la réflexion aussi sur l'élargissement des professionnels de soutien en santé mentale. Comme vous l'avez expliqué pour les infirmières, eh bien, il y a une réflexion notamment chez nous pour les assistants en psychologie pour qu'ils puissent venir devenir des professions de support en santé mentale. Alors, juste un petit point sur la recherche scientifique qui a accompagné le dispositif de 2020 à 2023. On a pu se rendre compte quand même qu'on a une diminution
en tout cas de la durée d'attente de l'accès aux soins de 10 ans à 4 ans. Et donc ça, c'est vraiment pour nous, en 3 ans, on a pu constater ça, c'était assez important. Cependant, on a encore beaucoup de points de travail, notamment sur les interventions en ligne, sur les interventions de groupe, sur la distinction entre les fonctions de première ligne et les soins spécialisés, et sur la pratique des psychologues pour qu'ils puissent travailler plus dans le collectif, plus dans le communautaire et vraiment avoir une vision sur le renforcement des compétences psychosociales des personnes. Juste un petit visuel sur le dashboard. Donc, il faut savoir, par exemple, qu'on a au niveau fédéral ce dashboard qui nous permet de monitorer le nombre de sessions, le nombre de patients qui sont vus, même si c'est vraiment les réseaux qui font le population management avec leurs outils et la convention. Voilà très rapidement, je sais que je parle un peu vite, j'espère que ce n'est pas, ça a été quand même clair. Et du coup, je fais référence à ma collègue qui pourra expliquer aussi l'offre de formation qui est un outil nécessaire au changement de pratique. Voilà. Merci, Madame.